Le Web3 et si cette fois c'était la bonne ou pas. Bonjour, je suis Damien Douani, donc je suis explorateur digital au sein du cabinet de conseil de curiosité Lab36, société que j'ai fondée, et vieux de la vieille du web. Je ne vous donnerai pas, mais plus d'une vingtaine d'années dans le domaine. Et j'ai vu que cette année, que le sujet du Web3 était un sujet qui était très traité ici d'ailleurs, j'ai compté, je crois, plus de 7 conférences sur le sujet avec la mienne. Donc c'est la preuve que c'est un sujet qui interpelle. Et c'est un sujet dans lequel il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a ceux qui y croient, ceux qui y croient pas, ceux qui croient y croire, ceux qui voudraient y croire, ceux qui se demandent s'il faut y croire. Bref, c'est un peu compliqué. Et ça pose plein de questions. Effectivement, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a cette notion-là on va dire de questionnement autour de cette notion de Web3. Si vous me demandez mon avis, si vous attendez que cette conférence vous donne une réponse franche et massive sur la question qui est est-ce que le Web3 ça va marcher, la réponse que je vous donnerai c'est j'en sais fichtrement rien. En revanche, ce qu'on va faire ensemble pendant une quarantaine de minutes, c'est de regarder ensemble quels sont les éléments, les indices, les ingrédients qui nous permettent de comprendre s'il y a quelque chose à faire avec ce Web3 et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et donc, je vais essayer de mettre en avant plus des nuances qui font le sel d'une pensée éclairée pour nous aider à comprendre un peu comment ça va avancer. Et vous le verrez à la fin, j'espère que vous avez un smartphone près de vous. Je pense que je vois certains visages éclairés qui me font dire que oui, a priori. À la fin, on fera, oui, voilà, on fera un petit exercice de prospective collective à la fin. Vous allez voir dans les 5 dernières minutes, avant si on a le temps de prendre une ou deux questions, on fera un petit exercice de prospective collective. Vous verrez par rapport à tout ce que j'ai pu vous raconter, finalement, je vous demanderai votre avis à vous. Et je vous demanderai si, d'après vous, cette fois-ci, c'est la bonne. Mais avant ça, on va se demander comment les choses peuvent avancer. Je vais vous parler un peu de moi. Il se trouve que je suis un vieux geek, je viens de vous le dire à l'entrée, enfin au tout début plutôt, et il se trouve d'ailleurs qu'il y en a quelques-uns qui sont dans les intervenants. Il y en avait un hier, qui était Fred Cavazza, qui intervenait d'ailleurs aussi sur le Web3, et on a commencé quasiment ensemble, lui et moi. Et ça fait 20 ans qu'on rêve de web, 20 ans qu'on rêve d'Internet. On a participé on va dire au mouvement, comme d'autres, hein, avec nos idées, nos prises de position. Certains ont été des entrepreneurs, des start-upers. Moi-même, je suis un peu passé par toutes ces étapes. Et ça fait 20 ans qu'on est dans le domaine. Et ce rêve auquel on a envie de croire depuis une vingtaine d'années, et qui continue d'ailleurs à exister, c'est le rêve de l'émancipation. L'émancipation au sens où il y a une envie qui est de créer quelque chose qui aille contre la norme, quelque chose qui révolutionne les usages de l'informatique, qui permettent de distribuer gratuitement des connaissances, qui permettent de donner à chacun le droit de s'exprimer, notamment par rapport à certains sachants, et de se mettre à leur niveau. C'est de créer sans limite et de pouvoir distribuer cette création sans avoir besoin de passer par des médias installés. C'est avoir la capacité pourquoi pas, renverser des dictatures, c'est arrivé. Ça permet aussi de toucher des communautés, de faire en sorte que des communautés s'autogèrent entre elles. Et il y a un petit côté hippie californien sur le sujet, mais ça fait partie, on va dire, de ce qui est derrière la lecture du web. Ce sont des pirates. Vous en avez 3 à l'écran. Vous avez Xavier Niel, par exemple. Vous avez Steve Jobs. Vous avez, moins connu peut-être comme visage, je ne sais pas si vous le connaissez, le troisième, c'est Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia. Et puis vous en avez par exemple un autre qui s'appelle John Perry Barlow. John Perry Barlow, il n'y a pas grand monde qui le connaît, a priori. Je ne sais pas, il y en a qui le connaissent par levée de main. Donc personne ne le connaît. John Perry Barlow, c'est un iconoclaste. C'est un poète. C'est un militant libertarien. Pour vous expliquer, un militant libertarien, c'est quelqu'un qui pense avant tout à sa liberté absolue et il considère que sa liberté individuelle est au-delà de tout, y compris notamment les règles de l'État. C'est l'ancien parolier des Grateful Dead, pour ceux qui s'y connaissent en musique, c'est déjà un peu plus connu comme groupe, dont Steve Jobs d'ailleurs était un des fans, et c'est aussi notamment l'un des membres fondateurs de l'Electronic Frontier Foundation, l'EFE, qui était une association qui a notamment promu le web. Et ce qui est intéressant, c'est quand il a écrit aussi quelque chose qui s'appelle la Déclaration d'indépendance du cyberespace. Ce texte, il l'a écrit en 1996 à l'occasion du forum de Davos. À l'occasion de ce forum, il y avait Al Gore. Al Gore, à l'époque, il était coprésident, vice-président de la présidence Clinton, et il désirait faire passer une loi. Alors cette loi, elle s'appelait la Communication Decency Act, et elle avait pour objet de censurer
tous les contenus offensants et pornographiques qui pouvaient passer sur la toile et qui pouvaient donc être, on va dire, avoir une amende de plus de 250 000 $. Mais ça pouvait aussi passer par le fait qu'on n'avait pas le droit de parler, par exemple, comment dire, on n'avait pas le droit de dire merde, par exemple, on n'avait pas le droit de parler d'avortement, pardon. Bref, c'était une censure d'État pour limiter certaines libertés d'Internet, tout au moins c'est comme ça que John Barlow l'a interprété. Et ce qui est cocasse, c'est de se dire que donc, cette loi n'est pas passée, parce que John Barlow a écrit ce texte et tous les internautes de l'époque, alors 96, il n'y avait pas des masses, ont dit que c'était hors de question que ça arrive. Cette loi n'est pas passée. Pour autant, ce qui est assez amusant et qui est assez cocasse, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez parler si vous voulez parler de différents sujets, si par exemple vous voulez mettre un téton sur Instagram, ce n'est pas l'État américain ou français qui vous dira que ce n'est pas bien et qui vous sortira de la plateforme, c'est Facebook. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que cette loi n'a pas existé dans les faits, mais pour autant, aujourd'hui, cette situation existe par le fait de sociétés privées qui ont des plateformes avec des règlements intérieurs et qui vous empêchent, par exemple, d'afficher un téton sur Internet ou l'origine du monde, comme vous le voyez à l'écran. En revanche, des vidéos de décapitation, il n'y a pas de problème. Donc, là, vous allez me dire, OK, Damien, bon, c'est bien gentil, John Perry Barlow, c'est un nanar de droite qui récite le premier amendement de la Constitution américaine tous les matins avant de prendre ses chocs à pic. Peut-être. Peut-être. Dans tous les cas de figure, ce brave garçon, en août 2013, a été admis à l'Internet Hall of Fame. L'Internet Hall of Fame, c'est la contribution ultime, la reconnaissance ultime, qui reconnaît les contributions significatives au développement d'Internet. Cette personne a été reçue dans ce lieu et cette association aux côtés de Vinton Cerf, Tim Berners-Lee, Linus Torvalds, Richard Stallman. Si ces noms ne vous disent rien, cherchez sur Internet, vous allez voir, ce sont les fondateurs de Linux, l'inventeur d'Internet, l'inventeur du web, et ainsi de suite. Cette déclaration d'indépendance du cyberespace, elle est intéressante parce que ce n'est pas un coup de pub, ce n'est pas un coup de sang de la part de John Perry Barlow, c'est l'expression même de l'ADN du web. Autrement dit, la liberté, l'indépendance, la neutralité, la décentralisation. Et ça, ce sont les principes philosophiques, quelque part, d'Internet, qui sont eux-mêmes basés sur une architecture technique, que je ne vous expliquerai pas aujourd'hui, mais le principe de base d'Internet, c'est des ordinateurs décentralisés qui font en sorte de passer des informations entre elles. Pourquoi décentralisés? Parce qu'à l'époque, on sort de la Deuxième Guerre mondiale et on se dit, si on a un système décentralisé, eh bien, si on détruit d'un côté un nœud, le reste continue de fonctionner. Ça, ce sont les bases techniques du web, et par-dessus, une philosophie qui s'y installe. Tout ce que je vous raconte là, c'est important, vous allez comprendre par la suite. En 2014, vous avez, en pleine affaire Snowden, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire-là, vous avez Gavin Wood, qui est le cofondateur d'Ethereum, qui publie un article sur son blog. Il lui dit, dans un monde post-Snowden, dans un Internet post-Snowden, si on veut essayer de dégager, on va dire, les faiblesses d'Internet et faire en sorte qu'il ne puisse pas être surveillé par des États comme les États américains à l'époque, il ne puisse pas y avoir un système d'espionnage mondial, eh bien il faut un Internet décentralisé qui pourrait s'appuyer sur des solutions comme la blockchain. Et ça tombe bien, il est cofondateur d'Ethereum. Et il explique justement qu'on pourrait empêcher les États de surveiller qui que ce soit en utilisant des systèmes décentralisés qui feront que chacun sera propriétaire de ce qu'il diffuse. Et il donne un nom à ça, le Web 3. Preuve aussi, par l'exemple de ces deux personnes, que le web, ce n'est pas seulement de la technologie ou un site internet, c'est avant tout de la technologie, de la technique. C'est aussi une idée servicielle des choses et c'est surtout, quelque part, une idéologie politique. Mettez ça de côté précieusement dans vos têtes, on va en reparler dans quelques instants. Revenons au Web 3. Pour moi et mes petits camarades pionniers du web, il y a déjà deux révolutions qui sont passées, vous les connaissez peut-être. Vous avez... en fait, l'histoire du web, elle est jalonnée de chiffres. Web 1, Web 2.0, Web 3. Vous savez, c'est un peu... vous connaissez certainement les versions de Windows. Hein. Alors, Windows 11, aujourd'hui, il existe parce qu'il y a eu un Windows 10, et puis il y a eu un Windows Vista, et puis il y a eu un Windows 98, il y a eu un Windows 95, il y a eu un Windows 3.1, il y a eu un Windows 3.11, 3.11 puis 3.1, pardon. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, toutes ces versions de Windows, elles sont consécutives, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez encore faire tourner des logiciels DOS dans la dernière version de Windows. Parce qu'il y a toujours une legacy, un historique. C'est exactement pareil avec le web. Le web 1, le web 2 a repris des éléments du web 1 et est allé plus loin.
le Web 1, à la base, nous étions dans la logique de lecture. Le Web 2, ce sera la lecture et l'écriture. Le Web 3, ce sera la lecture, l'écriture et la possession et la décentralisation. On va y venir dans quelques instants. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est l'aboutissement, la vision, l'envie d'un web rêvé. Pour cela, ça doit s'appuyer sur certaines choses. Alors, je vous ai mis 2-3 définitions. Si vous avez envie de les prendre en photo, vous les relirez à tête reposée. Ces technologies, elles s'appellent blockchain, NFT, crypto-monnaie, DAO. Ce sont des outils algorithmiques qui marchent tout seuls et qui ont pour objet d'atteindre l'autonomie et la décentralisation pour se sortir des griffes des États, des GAFAM ou autres systèmes de centralisation. Par-dessus ça est venu se rajouter le métavers, dont vous avez peut-être entendu parler. D'ailleurs, très souvent, je posais la question, qui a entendu parler du métavers? Voilà, déjà, il y en a un peu plus. Le métavers, ce n'est pas le Web 3. Hein. Le métavers, c'est une couche en plus. Mais ce charmant garçon, qui s'appelle Mark Zuckerberg, c'est lui qui a réussi à nous faire entrer dans nos têtes que métavers égale Web 3. Parce qu'en fait, ça lui permet de sauver sa boîte, hein, on va être très clair. Hein. L'objectif, c'est de faire à Facebook un pivot en le rebaptisant Meta et en faisant en sorte d'expliquer que le métavers, c'est l'avenir d'Internet, surtout l'avenir de Facebook. Mais le fait est que c'est intéressant de voir qu'il a réussi à agréger, on va dire, ces éléments-là et de faire coïncider Web3 et métavers. Alors, il y a un intérêt pour lui, mais à la fois c'est intéressant, il y a quand même une vertu dans ce qu'il a fait. Cette vertu, c'est que ça a permis de crédibiliser et de donner un point de départ très fort à cette notion de Web3 qui existait depuis plusieurs années, mais qui était un peu balbutiante ou un peu, on va dire, sous le radar. Quand vous avez un Mark Zuckerberg qui dit « c'est intéressant et moi j'y crois », d'un seul coup, ça donne une sacrée crédibilité au sujet. C'est comme quand vous avez un Apple qui vous dit du jour au lendemain, moi, le smartphone, j'y crois. Alors au début, personne n'y croit, puis finalement, on se rend compte qu'ils avaient raison. Ça donne une sacrée crédibilité. Quand vous avez des acteurs comme ça qui marquent un jalon, c'est important. Donc, Mark, il a permis d'officialiser le passage industriel au Web 3. Ça, c'est une vraie image qui vient d'Horizon. Et donc, a priori, voilà le Web 3. Le Web 3, c'est une identité numérique infalsifiable, c'est des monnaies numériques et indépendantes, c'est des contenus créés et utilisés, créés par l'utilisateur identifiables, c'est des communautés libres, ce sont des mondes virtuels affranchis. Je pense que cette définition ferait plaisir largement à John Perry Barlow ou à Gavin Wood. Le problème, c'est que si vous vous baladez sur les réseaux, si vous allez regarder un peu ce qui se passe un peu partout, en gros, vous avez plein de gens qui disent « j'y crois pas » ou tout au moins « mais c'est quoi ce bazar, le Web 3, c'est encore un énorme machin qu'on vient nous rajouter ». La question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une telle défiance? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on va? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements autour de ce sujet-là? Et c'est ce que j'ai essayé de décrypter avec vous. Parce que ce qui est intéressant à voir, et ça c'est la question de l'innovation, c'est le fait... Ça marche? Non, il n'y a plus d'image? Il n'y a plus d'image. J'en ai un deuxième si besoin. Donc on va continuer. Là, il y avait une très très belle citation de Victor Hugo qui disait « Il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». C'est toute la question de l'innovation. Ce à quoi je rajouterai, encore faut-il de savoir quand est-ce que cette heure viendra. Et c'est aussi tout le problème de l'innovation. Pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui un tel ressentiment vis-à-vis du Web 3 et la question de est-ce que ça va marcher ou pas? Parce qu'en fait, tel un chat de Schrödinger, on est à la fois dans la désillusion et on est dans l'expérience. Et ou tout au moins dans l'espérance. Désillusion, espérance. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a énormément d'expériences dans le monde passé, dans les 20 ans passés, les 25 ans passés du web, qui nous font dire « Ah bah oui, mais il y a déjà eu plein de trucs qui ont existé, ça n'a pas marché. Donc pourquoi est-ce que ça marcherait maintenant ?» Des expériences, il y en a eu plein. Prenons l'exemple de l'identité numérique. Vous avez plein d'acteurs, Microsoft, Facebook, Google, même La Poste, qui ont essayé de se positionner sur la question de l'identité numérique, l'outil d'identité numérique. Aucun n'a réussi aujourd'hui, à ce jour, à tirer son épingle du jeu et à devenir l'identité numérique mondiale partagée par tout le monde. Vous aviez aussi des consortiums comme c'était ID, le nom m'échappe. Bref, vous avez eu plein de solutions qui sont apparues, aucune n'a résisté. Vous avez Libra. Libra, c'est quoi? C'est une... Alors oui, pardon, excusez-moi. Juste une petite chose, parce que j'ai fait aussi mes cartons, enfin mes archives avant de venir. Le sujet de l'identité, on y reviendra dans quelques instants. Mais Libra, c'était de la monnaie numérique, un sujet de monnaie numérique, crypto-monnaie, lancé par Facebook et plein d'autres sociétés numériques dans le monde. Libra, aujourd'hui, ça n'existe plus parce que, tout simplement, Facebook et son consortium d'entreprises, et des grosses entreprises,
Il y avait même Iliad en France qui participait. Ben, en fait, Libra s'est fracassé contre l'opposition des États à avoir une crypto-monnaie. Enfin, qui est une crypto-monnaie hors des États, Et la question de la monnaie, c'est un sujet qui est vieux, hein. Vous voyez, là, moi j'ai un magazine qui s'appelle Transfert. Il y a peut-être quelques-uns qui connaissent ce magazine. Il date de novembre 2000. Et déjà en novembre 2000, on disait quoi? On disait votre argent sera virtuel. Et dedans, dans le dossier qu'il y avait, on parlait justement de ces questions de monnaie virtuelle. Sujet, vous voyez, qui fait que c'est un thème qui est très très vieux. Vous avez les mondes virtuels, bien sûr. Second Life qui a cartonné à l'époque. Il y a des gens qui ont gagné des millions d'euros avec Second Life. La première millionnaire de Second Life, c'était une Allemande. Elle a acheté un terrain à 9 $, elle l'a revendu des millions. Le fait est qu'on a aujourd'hui la même chose dans les terrains, les mondes virtuels comme Decentraland, The Sandbox ou autres. Vous avez des gens qui achètent des terrains pour des millions, et pour pas beaucoup, et qui les revendent beaucoup. Enfin, c'est déjà en train de se casser la gueule, hein. Là, il y a déjà aussi une bulle spéculative immobilière. On a eu la même chose sur Second Life. Et Second Life, c'était un monde virtuel dans lequel on se baladait et dans lequel on pouvait se faire des amis. Mais avant ça, en 97, on était en 2007 pour Second Life. En 97, il y a eu un autre monde virtuel lancé par des Français, Canal+ et Cryo Interactive. Ça s'appelait Deuxième Monde. Et Deuxième Monde, c'était un pari virtuel dans lequel les Bimodiens, qui étaient le nom des habitants de cet endroit, se baladaient dans ce monde-là, et on pouvait faire en sorte de créer des amitiés, de créer des communautés. Il y avait des publicités qui étaient affichables dans le site, et c'était un monde virtuel. À l'époque, il n'y avait pas Internet, ou très très peu, 97, on est vraiment dans le lancement. Donc ça se distribuait sous forme de CD-ROM. Je suis très heureux et très fier d'avoir un des derniers CD-ROM qui existent de Deuxième Monde. Alors j'ai essayé, les serveurs ne fonctionnent plus, bien entendu. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir cette petite Madeleine de Proust. Et le fait est que, voilà, à l'époque, vous rentriez dans le Deuxième Monde via un CD-ROM. Mais ça n'a pas marché. Ça aurait pu, mais ça n'a pas marché. Vous avez aussi des succès fulgurants qui n'ont pas duré, comme Habbo, tel qui était un monde virtuel en 2D isométrique, et dans lequel l'objet était de faire des amis. Pareil, ça a marché un moment, puis pour plein de raisons, techniques ou autres, ça n'a plus marché. Vous avez bien sûr, d'un point de vue technologique, des outils comme les cardboards. Les cardboards, c'est on va dire, les casques virtuels en carton qu'avait inventé Google. Vous mettiez votre téléphone dedans, et puis donc ça vous permettait de déjà aller dans certains mondes virtuels, notamment sur YouTube, d'aller vous balader dans des vidéos en 360 avec l'accéléromètre du téléphone. Pourquoi? Parce qu'en fait, les terminaux, les casques n'étaient pas prêts. C'était lourd, cher. Il fallait un ordinateur énorme qui soufflait comme pas possible à côté de vous pour le faire tourner. Ça commence à aller mieux, mais on n'y est pas encore tout à fait. Et puis à droite, vous avez le fantasme de tous les geeks, dont le mien, qui était les Google Glass. Les Google Glass, c'était la promesse d'avoir un monde virtuel, immersif, surimpressionné à votre monde réel, dans lequel vous pouviez vous balader. Bon, au final, c'était 3 lignes qui s'affichaient en haut à droite de votre écran, en fait, de votre œil, et qui vous permettaient de savoir si vous aviez reçu un SMS ou s'il était en train de se mettre à pleuvoir, ce que vous auriez pu vous rendre compte en regardant au-dessus. Dans tous les cas de figure, les Google Glass ont été aussi un échec. Donc, il y a plein de choses à retirer de ça. Et aujourd'hui, on est dans le présent, on en est là. C'est chargé de tout cet imaginaire, de toute cette philosophie, de toute cette culture, de tout cet ADN que je viens de vous passer en revue très rapidement, que nous allons nous retrouver maintenant face à la question et la promesse du Web 3, avec les échecs réels ou des échecs en trompe-l'œil, parce qu'on reviendra dans quelques instants sur Second Life. Et la question de fond, c'est le Web 3 semble porter les valeurs initiales, réelles du Web, mais est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce que le Web 3, c'est un Web 2 qu'on a réhabillé de manière plus sexy? Quand on regarde la promesse de Mark Zuckerberg, on pourrait croire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vu le nombre d'initiatives qu'il y a, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça va basculer? Ce que je vous propose, dans le temps qui nous reste, ça va être déjà d'abandonner une première chose qui est le « ça ne marchera jamais », qui est la phrase préférée de tous les Français. Et on va se dire que ça peut marcher. Maintenant, la question, c'est comment? Et on va essayer de passer au travers des différents indices que l'on a. Si on regarde la courbe d'adoption de Gartner, on aime ou on n'aime pas, on y croit ou on n'y croit pas. Pour l'instant, ce qui est très clair, c'est que tout ce qui est Web3, NFT, c'est pas vraiment au bon endroit dans la courbe. D'un côté, vous avez le Web3 qui est dans le pic de la courbe, quasiment le pic de la courbe des expectations. Donc, autrement dit, c'est là où tout le monde est en panique et commence à s'énerver, à s'agacer en disant « Waouh, c'est trop génial !» Plus dur sera la chute. C'est la courbe qui redescend, là où se positionnent notamment les NFT, ou en gros ce qu'ils appellent la courbe de la désillusion. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché, pour être très clair. Mais c'est juste que dans la courbe, on va dire,
d'adoption, on en est là. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que nous passons aujourd'hui d'un Internet de l'information à un Internet de la valeur. L'Internet de l'information, c'est l'information que vous allez lire, que vous allez peut-être produire. L'Internet de la valeur, c'est autre chose. C'est le fait, quand je dis valeur, je pense à valeur monétaire, valeur pécuniaire, mais c'est aussi donner une valeur à quelque chose de virtuel par exemple. C'est aussi avoir la capacité de reconnaître quelque chose qui a une valeur intrinsèque. Exemple, une identité. Quand demain je vais pouvoir mettre, et quand je dis demain, c'est demain, hein, quand je vais pouvoir mettre ma carte d'identité numérique, ma carte d'identité pour ma nouvelle carte d'identité française dans mon iPhone, et elle sera reconnue officiellement par l'État. Donc, parce qu'il y a la carte, elle est biométrique, et donc on peut la numériser, et elle aura la même valeur. Demain, à l'aéroport, je pourrai montrer mon iPhone, je n'ai plus besoin de montrer mon petit bout de plastique, et on acceptera ma carte d'identité. Pour tout vous dire, je l'ai fait refaire d'ailleurs avant la fin de la péremption de la mienne, parce que je voulais à tout prix avoir une carte numérique. Donc, nous passons d'un Internet de l'information à un Internet de la valeur. Et ça, quel que soit le Web 2, le Web 3, ce que vous voulez, on en est là. Il y a trois piliers sur lesquels, trois maillons de la chaîne sur lesquels on va pouvoir essayer de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. On va commencer par les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, vous savez comme moi, vous connaissez, vous en avez entendu parler. C'est intéressant parce que si vous en avez entendu parler, c'est qu'a priori, ça y est, c'est plus ou moins passé dans on va dire l'information plus ou moins généraliste, même si vous ne savez pas trop ce que c'est, mais globalement, ça existe. Les crypto-monnaies, les raisons d'y croire. Mais déjà, ce qu'on constate, c'est qu'elles existent. Elles existent, elles ont une valeur. Alors certains vont vous dire c'est une pyramide de Ponzi, d'autres vont vous dire mais si, ça marche vraiment. Ok, très bien. Ok, le Bitcoin valait 70 000, il en vaut 20 000. À l'origine, il en valait 1. J'ai une pensée pour la personne qui en 2016 a acheté, deux pizzas pour 10 000 Bitcoins, ce qui fait quand même une pizza à 20 millions d'euros aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était l'histoire de montrer qu'on pouvait faire ça. Aujourd'hui, vous avez des grands réseaux comme Mastercard qui s'intéressent pour faire en sorte de sortir une carte qui soit compatible Bitcoin, dont vous pourrez payer avec. Donc, Bitcoin et Ethereum, qui sont les deux grandes stars, hein, ont fait la preuve qu'on pouvait avoir des monnaies décentralisées. Vous avez The Merge. Alors, The Merge, c'est quoi? Ce n'est pas le titre d'un film, c'est en fait un grand changement qui va arriver le 15 septembre. Dans une semaine, vous allez avoir en fait la bascule de la crypto, de la blockchain Ethereum vers quelque chose de nouveau qui va optimiser le fonctionnement de la blockchain. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui va faire en sorte qu'elle soit 100 fois moins énergivore. L'objectif étant de monter en puissance. Et si ça fonctionne bien, ça pourrait être, pensez-y, ça pourrait être véritablement le point de départ ou la preuve ultime que les monnaies virtuelles peuvent avoir un sens vis-à-vis des monnaies fiduciaires actuelles. Et puis vous avez le déploiement des wallets. Vous savez, les wallets, hein, les petits portefeuilles numériques dans lesquels on met ces assets, ces cryptos. Jusqu'à présent, c'était physique. Vous avez aujourd'hui le déploiement de portefeuilles numériques. Vous en avez sur votre iPhone, si vous voulez. Vous en avez dans votre navigateur, ça s'appelle MetaMask. Et ce sont des outils qui fonctionnent très bien et qui sont totalement sécurisés. Les wallets, donc, sont des logiciels qui simplifient les démarches. Donc, on a des raisons d'y croire. En revanche, il y a des raisons de douter de tout ça aussi. Les raisons de douter, c'est quoi? C'est le fait qu'on se dise que c'est un marché qui est très volatile. Je viens de vous le dire par rapport au cours du Bitcoin, par exemple. Et donc, ça n'engage pas la confiance du grand public. Or, en économie, s'il y a bien une règle, c'est celle de la confiance. S'il n'y a pas la confiance, ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que vous croyez que les politiques n'arrêtent pas de nous dire « Ayez confiance, tout va bien se passer » et qu'on regarde le niveau de morale, que l'INSEE regarde le niveau de morale des Français? Parce que niveau de morale égale confiance en l'avenir, égale j'investis ou pas, ou tout moins je mets de l'argent pour consommer. Si j'en mets plus, ça va aller mal. Trop d'altcoins ou de shitcoins. En gros, vous avez 20 000 monnaies qui existent aujourd'hui. Hein. Alors allez savoir quelle est la bonne. Vous avez même des gens comme Elon Musk qui se sont amusés à boursicoter avec une monnaie qui s'appelle le Dogecoin, qui était une shitcoin, donc quelque chose qui n'avait pas de vraie valeur. Donc tout ça, ça donne une image dégradée de l'ensemble. Et puis vous avez des volumes de traitement qui sont beaucoup trop faibles. Aujourd'hui, vous avez le système SWIFT qui permet de faire des traitements à l'international. Ça traite des millions de traitements, on va dire, de gestion d'échange de monnaie dans le monde. Pour l'instant, les blockchains derrière Bitcoin ou Ethereum, ça permet de traiter une centaine. C'est pas super efficace, quoi.
Et puis, vous avez quand même pas mal d'acteurs qui récemment ont fait faillite. Donc tout ça, ça ne donne pas très confiance, mais pour autant, il y a quand même des vraies raisons d'y croire. Deuxième maillon, les NFT et la blockchain. La NFT, ça c'est le mot à la mode, dont vous avez peut-être entendu parler. Les blockchains, hein, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est un outil qui permet, pour faire très très simple, une sorte de registre dans lequel vous pouvez... Les choses qui sont mises dedans, qui sont écrites, ne peuvent pas être modifiées, et elles sont visibles de tout le monde. Et puis le NFT, c'est ce qu'on appelle les jetons non fongibles en français, qui sont des sortes, pour faire très très simple et raccourci, en gros, une sorte de ticket de propriété d'une œuvre numérique, pour faire très rapide. Blockchain et NFT, quelles sont les raisons d'y croire? Les raisons d'y croire, c'est qu'en 2021, il y a 15 milliards qui a été mis sur la table pour soutenir les sociétés qui font, les startups qui travaillent sur la blockchain. 200% de plus qu'en 2020. Vous avez des NFT qui apparaissent absolument partout aujourd'hui, qui sont démocratisés. Pas plus tard que hier, j'ai vu que l'équipe lançait des NFT pour le Ballon d'Or. Vous avez 20 minutes qui a lancé par exemple des NFT aussi pour acheter un magazine spécifique. Vous avez donc des NFT qui apparaissent sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Bref, ça se démocratise véritablement. Vous avez OpenSea. OpenSea, c'est le eBay du NFT. OpenSea, c'est la plateforme privilégiée d'échange des NFT. Elle est valorisée 13 milliards. On peut trouver que c'est un peu trop. Dans tous les cas de figure aujourd'hui, vous pouvez aller faire vos emplettes sur OpenSea. Et si vous voyez une jolie œuvre numérique qui vous intéresse, vous pouvez en acquérir pas la possession, mais le droit de propriété par un NFT. Et puis, vous avez beaucoup de marques qui surfent aujourd'hui, qui surfent sur les ventes d'objets virtuels. Ça marche très fort. Je vous donnerai les chiffres après de vente dans les mondes virtuels comme Minecraft ou Roblox. Ça se compte en centaines de millions de dollars. Donc, vous avez la vente d'objets virtuels qui existe réellement. Vous avez des acteurs du marché qui se disent, comme des musiciens par exemple, qui se disent « mais tiens, c'est génial, je peux vendre ma musique par le NFT et elle sera tracée et j'aurai même des droits d'auteur ». Donc, on n'a plus besoin de la SACEM, on n'a plus besoin d'Universal Music. En revanche, il y a des... Alors ça, c'est ça. Alors, tiens, ça c'est intéressant, c'est le tableau de la valorisation des NFT et des sociétés qui en font. Nike a fait 185 millions de dollars en vente de NFT, d'objets en NFT. Quand je dis objets en NFT, pour information, Nike a racheté une société qui s'appelle Artefact, qui est une société française qui designait des baskets en 3D. Et ils l'ont racheté pour leur savoir-faire. Et l'objectif, c'est de vendre des Nike à n'importe qui dans n'importe quel métavers pour que vous puissiez aussi avoir le digital twin, le jumeau numérique de vos baskets. 185 millions de dollars. Juste derrière, vous avez Dolce & Gabbana, Tiffany, Gucci, etc., qui, eux, décrochent à 25 millions, 12 millions, etc. N'empêche qu'il y a de l'argent et ça fonctionne. Les raisons d'en douter, vous avez la valeur des NFT qui s'effondre. Hein. Quelqu'un qui a acheté... c'était 2,9 millions de dollars le premier tweet fait par Jack Dorsey. Aujourd'hui, il en vaut 23 dollars. Les DAO, en gros, c'est des regroupements, on va dire des collectivités, enfin très très simples, de gens qui vont se mettre d'accord sur des mécaniques, sur des choses à faire autour des smart contracts. Les DAO n'arrivent pas vraiment à transformer aujourd'hui. Elles cherchent un cadre légal. On met aussi des NFT à toutes les sauces. Je vous parlais de l'équipe il y a quelques instants. Le NFT, c'est le nouveau Pins. Et puis, vous avez une sorte de marchandisation libertarienne du web. Jusqu'à présent, le web, pour se marchandiser, on exploitait la data. C'est ce que faisait Facebook, par exemple. Facebook, justement, a dit que maintenant, si vous voulez vendre des objets virtuels dans leur monde Horizon, ce sera 50% d'argent qui rentre dans sa poche. On criait après Apple, Google qui prenaient 30% sur les App Store, c'est 50%. Donc, il y a une marchandisation libertarienne des biens numériques. Tiens, vous savez ce que c'est, ça ? Alors, à gauche, vous avez le NFT de Choupi qui vient de sortir pour les 30 ans de Choupi. Ce n'est pas une blague. Et à droite, vous avez Daesh qui a dit qu'ils allaient se financer en émettant des NFT. Moins rigolo. Troisième maillon, les métavers. Je vous l'expliquais tout à l'heure, Web3 n'est pas égal à métavers. Par contre, métavers fait partie de l'ensemble, ou tout au moins du package Web3 s'appuyant sur notamment les blockchains. Des métavers, il n'y en a pas qu'un, il y en a des centaines. Là derrière, vous avez un tableau qui recense tous les métavers aujourd'hui, les projets de métavers. Vous avez des métavers en 2D qui sont dans le navigateur, des métavers qui nécessitent d'avoir un casque en réalité virtuelle, en réalité augmentée. Vous avez des métavers sur blockchain, des métavers qui ne sont pas sur blockchain. Vous avez absolument de tout. Bon, vous noterez quand même que la majorité sont en haut à droite, qui est en gros des mondes virtuels dans des navigateurs. The Sandbox, par exemple. Donc la promesse de gérer dans un monde virtuel que nous vend un grand renfort de vidéos méta, ce n'est pas encore ça. Mais globalement, vous avez une cartographie. Donc il n'y a pas un métavers, il y a des métavers.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas interopérables entre eux. C'est comme si je vous disais, vous avez un navigateur Internet, mais pour aller sur tel site, il faut que vous ouvriez un autre navigateur Internet. Or, ça, c'est contraire complètement à la philosophie d'Internet. Donc la question se jouera sur la décentralisation, sur l'interopérabilité de ces mondes-là pour ceux qui survivent. Les raisons d'y croire, eh bien, les gens en ont marre des plateformes. Alors ils en ont marre, ils sont très contents d'être dessus, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que la plateformisation des GAFAM, il y en a beaucoup qui se disent, si on peut trouver mieux, ce serait pas mal. Et là, aujourd'hui, il y a une possibilité. Prenez Decentraland, par exemple, c'est un monde virtuel décentralisé. Vous avez maintenant des terminaux, des lunettes virtuelles, des casques qui commencent à sortir, qui sont plutôt légers, qui sont accessibles et qui font en sorte de rendre possible ce qu'on est en train de voir. Et je vous passe les futures lunettes Apple, etc., qui devraient sortir un jour peut-être. Mais ça va venir, oui. Snap travaille sur des lunettes en réalité augmentée, Microsoft aussi. Vous avez des capteurs qui permettent de rendre ces mondes virtuels ou mixtes possibles. Et vous avez les réseaux, la fibre, la 4G, la 5G, qui permettent d'avoir donc la capacité de transvaser, si je peux dire, d'envoyer de l'information à des débits suffisants. Et puis vous avez bien sûr les processeurs dans les téléphones, par exemple, typiquement l'iPhone qui a une puissance de calcul 100 000 fois supérieure à celle du vaisseau spatial Apollo 11. Ça, c'est le montant de ce qui se passe sur Minecraft, Roblox et Fortnite. Ça gagne beaucoup d'argent. Vous le voyez, 200 millions de revenus pour Minecraft, quasiment 1 milliard pour Roblox, 1,6 milliard pour Fortnite. Tout ça en vendant de l'add-on, de l'objet virtuel. C'est pas mal, hein? Les raisons d'en douter, c'est qu'aujourd'hui, on est à un moment où il y a du meta-washing. Je ne sais pas si vous avez vu Monsieur Propre qui surfe sur une gratounette dans le métavers commun entre Procter et Carrefour. C'est pitoyable. Pas le fait que Carrefour s'intéresse à ça, pas du tout. Mais on va dire, le fait de vouloir gamifier Monsieur Propre parce qu'on se dit que c'est le jeu qui marche, donc on va essayer de faire ça, ça ne permet pas de montrer ou de démontrer qu'il peut y avoir un vrai usage intéressant. En revanche, ils ont raison d'investiguer, aucun problème là-dessus. Vous avez l'horizon réel des métavers qui devrait plutôt arriver en 2030. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Facebook, dans un livre blanc qui vient de sortir. Ce qui permet aussi à Mark Zuckerberg d'acclimater ses actionnaires, de leur dire, les gars, les investissements qu'on fait en milliards de dollars, ça ne va pas être pour tout de suite qu'on va gagner de l'argent. Mais ne lâchez pas, ça va marcher. Vous avez une profusion de projets non interopérables, je vous l'ai montré juste avant. Et ça, malheureusement, l'interopérabilité, c'est un point crucial. Et d'ailleurs, il y a une boîte qui a levé 65 millions sur la promesse de faire des avatars interopérables. Si vous achetez des baskets et que vous l'habillez de certaine manière, vous pourrez aller vous balader dans plein d'endroits différents. C'est la promesse. Est-ce que ça marchera? Le problème, c'est que si chaque métaverse fait son petit monde à lui avec son jardin fermé, ça ne marchera peut-être pas. Et puis pour finir, il y a la question de l'efficacité en B2B. Microsoft investit beaucoup là-dessus, la réalité mixte. Il y a des études très récentes qui viennent de sortir qui prouvent, ou tout au moins qui posent des questions sur l'efficacité réelle en termes de productivité de ces mondes-là. Et puis il y a un autre élément, les métavers, ça s'appuie sur beaucoup de couches. Ça, c'est les couches nécessaires, une asset, les fondations nécessaires à monter un métavers. Et vous retrouvez la blockchain, et vous retrouvez les infrastructures, vous retrouvez le spatial computing, vous retrouvez plein de choses dont on vient de parler. Donc ça veut dire que si la peinture en dessous elle n'est pas sèche, au-dessus, la peinture elle ne peut pas être sèche. Donc par conséquent, si les sous-couches ne sont pas sèches, au-dessus, vous ne pouvez pas mettre la peinture. Voilà, je vais plutôt utiliser ma métaphore de la peinture comme ça. Donc par conséquent, ça veut dire qu'il y a encore nécessité d'avoir du temps. Et si on prend l'état du métavers, en termes de 3 ans, l'usage, technologie et principe, on constate que dans toute la liste de ce qu'il faudrait pour que ça fonctionne, on est encore à peine au premier tiers, on est quasiment à la moitié de la shopping list. Les usages, par exemple, jeux vidéo, commerce, productivité, finance, création artistique, ça c'est bon. Mais tout ce qui est réseaux sociaux, tourisme, rencontres, sport, éducation, ça, on n'y est pas encore. Pareil pour les technologies. On n'y est pas encore. Tout ce qui est haptique, réalité augmentée, on n'y est pas. Et pareil pour les principes, tout ce qui est économie, scalabilité de tout ça, on n'y est pas. Pour finir, est-ce que le Web 3, cette fois-ci, c'est la bonne? Moi, je vous dis, je ne sais pas, je vous l'ai dit en introduction. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est bien parti pour qu'il y ait quelque chose qui existe. La question, c'est quoi ce quelque chose? Allez, on va prendre 5 minutes. Attends, on commence un peu en retard, donc je vais prendre 5 minutes pour finir. On va faire du design fiction ensemble. 6 scénarios possibles à l'avenir du Web 3.
Premier scénario, ça ne marche pas. Tout s'effondre. Collapsologie. Allez voir ce film, il est super. Collapsologie, hack global du système, agression virtuelle dans le métavers, parce que le droit n'a pas su, même si je sais que Gérard A, c'est pas loin, le droit n'a pas su vraiment s'adapter à ces mondes-là. Fuite globale de données par des attaques, des cyberattaques, flicage des utilisateurs. Tout ce que je vous raconte là, ça a des réalités derrière. Hein. Flicage des utilisateurs, c'est déjà ce qu'on voit dans le télétravail aux États-Unis. Fuite globale de données, il y a encore l'autre jour un hôpital qui s'est fait verrouiller ses données, et ainsi de suite. Vol et arnaque aux crypto, malaise social, déconnexion, tendance autour de la déconnexion, effondrement de la confiance numérique, c'est mort. Tous les ingrédients que je vous mets là existent. Peut-être que ça ira pas dans ce sens-là. Mais scénario numéro 1, collapsologie, le Web 3 et tout le reste, ça passe à la poubelle parce qu'on se dit trop c'est trop, et je ne vous parle même pas de l'efficacité énergétique, le cloud et ce genre de choses-là, ça suffit. Scénario numéro 2, échec. On y a presque cru, ça aurait pu marcher, mais ce n'est pas encore pour cette fois. Mais ça ne veut pas dire que ça a planté, ça n'a pas tout à fait marché comme on le voulait. Les promesses et les usages ne suivent pas, les enjeux énergétiques, les difficultés d'appropriation, le manque de sens de tout ça, hein, vous vous rappelez, Monsieur Propre sur sa gratte honnête, et le manque d'interopérabilité font que ça ne marche pas. On n'arrive pas, on va dire, à prendre la vague du très grand public. Mais il y a des traces qui vont rester. La crypto va rester, les blockchains vont rester, tout ça, ça va continuer sa vie, il n'y a aucun problème. Mais ça ne va pas se passer comme on nous l'avait vendu. Jusqu'à la fois prochaine, en Web 4, on verra bien. Scénario numéro 3, ça prend, mais en mode de zéro. Traduction, ce cher Marc a réussi son OPA sur les métavers et tout ce qui va avec. Alors Marc et les autres, hein, je ne focalise que sur Mark Zuckerberg, mais il n'y a pas que lui. Donc on a des émergences de nouveaux géants, plateformisés. Pourquoi? Parce que quelque part, la centralisation, c'est bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, on crache sur Facebook, mais on est content d'y être. Ou d'être sur TikTok, ou d'être sur tous ces outils centralisés. On a un Gmail, j'en ai un. C'est hyper centralisé, je pourrais avoir autre chose. Pourquoi? Parce que la centralisation, c'est simple. C'est des solutions concrètes, simples, installées, qui fonctionnent. Pourquoi pas? Aucun problème avec ça. Donc ça marche, mais ça devient un Web 2++. Meta réussit la transformation du monde virtuel. On allait sur Facebook, maintenant on va dans Facebook. Et vous avez, en revanche, comme toujours, des nouveaux acteurs qui émergent. Le Web 2 a fait émerger les GAFAM. Le Web 3 a fait émerger des nouveaux acteurs, des marques. Des marques qui, grâce aux NFT, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, réussissent à créer un nouveau monde virtuel avec leurs objets. Nike, LVMH, McDo, Ikea sont les nouveaux GAFAM, grâce aux NFT, la blockchain et peut-être des régularités virtuelles. Scénario numéro 4. Le Web 3 gagne. On a réussi. Ça a fonctionné. Le scénario, ça s'est passé. Le plan s'est déroulé sans accroc. La décentralisation est réelle. Le rêve de John Perry Barlow, il n'y a plus d'images, si, et de Gavin Wood prend forme. Les acteurs centralisés sont contournés. Les intermédiaires disparaissent pour la plupart. Il n'y a plus de notaires, parce qu'une blockchain, ça suffit. Il n'y a plus de maisons de musique. Il n'y a plus de SACEM. Il y a peut-être même plus de banque centrale. Bref, allez savoir, dans tous les cas de figure, des acteurs qui étaient présents sont contournés. La souveraineté est acquise. Nous sommes dans une logique de souveraineté numérique. Les acteurs gèrent leurs avoirs numériques eux-mêmes, en grande communauté mondiale, et le web trouve un nouveau modèle économique par le biais des NFT. Scénario numéro 5, Ready Player One. On bascule dans un monde entre le réel et le virtuel. Des pays comme la Chine et la Corée créent des métavers et recréent une géopolitique virtuelle mondiale. Ce que je vous dis là n'est pas une blague. La Corée a annoncé faire un métavers souverain. La Chine a se donné 2 ans pour développer un métavers souverain. L'Europe se pose des questions. Apple, Google, Snap créent des mondes de réalité mixée basés sur leurs terminaux. Apple, des milliards d'iPhones dans la nature. Les cartographies. Street View. Street View, c'est peut-être le premier de Google, c'est peut-être le premier métavers. Et les apps, Snap ou autres, qui créent par les filtres avec lesquels vous vous amusez à avoir des petites têtes de lapin ou de chien, et bien ça, ces filtres-là, l'objectif de Snap, c'est de l'intégrer dans la vie de tous les jours. Et de faire en sorte que demain, vous aurez des objets virtuels qui apparaîtront comme des filtres. Le télétravail ouvrier apparaît, oui, ce qui était impensable apparaît. Des robots permettent d'être pilotés par des ouvriers qualifiés, mais à distance. Et puis en sens inverse, vous avez des choses qui apparaissent dans le monde virtuel. Vous avez des télécoiffeurs pour coiffer votre avatar. Mais pourquoi pas?
Ça, c'est le scénario Ready Player One. Dernier scénario, Westworld. Ce que vous voyez à droite, c'est une image qui a été générée par Midjourney, hein. L'IA très à la mode actuellement. Une IA comme Midjourney ou comme DALL-E, qui sait générer des mondes virtuels, prennent le pouvoir. Elle génère et régente un métavers qui sait mieux que quiconque comprendre ses habitants, parce qu'une IA basée sur des blockchains, sur l'analyse de la data, c'est exactement le comportement des gens et c'est quoi pousser aux gens. Si vous prenez l'exemple de TikTok aujourd'hui, l'algorithme de TikTok, il est redoutable. Donc imaginez ça là-dedans. Elle sait mieux comprendre ses utilisateurs. Les utilisateurs sont contents. Ils ont ce qu'ils veulent parce que l'IA est capable de leur fournir, avant même d'y penser, ce qu'ils veulent. Le contrôle humain devient impossible parce qu'il y a trop de données. Et on assiste à du créationnisme digital. 6 scénarios, et je vous l'avais promis, on va faire de la prospective collective maintenant. On va finir, je vais vous demander de prendre votre iPhone, ou votre smartphone, pardon, votre Android, excusez-moi, et je vais vous proposer de voter et de nous dire dans quel scénario avez-vous envie de croire. Pour cela, vous avez juste besoin de pointer le QR code. Maintenant il y a eu des passes vaccinaux, tout le monde sait utiliser un QR code alors que ça fait 20 ans que ça existe en Asie. Vous le scannez, vous allez tomber sur un écran, vous avez juste besoin de cliquer sur votre réponse. Je vous ai remis les 6 scénarios. Quel est le scénario dans lequel vous avez envie de croire? J'ai bien dit envie de croire. Vous ne pensez pas que c'est ça qui va se passer, c'est votre conviction profonde, vous avez envie d'y croire. Allez-y, j'ai les chiffres sous les yeux qui vont apparaître dans quelques instants. Je vous laisse voter. Et on va regarder ce qui se passe. Je ne vous montre pas tout de suite les chiffres parce que ça risque d'avoir un biais de confirmation qui fait que des gens vont voter pour d'autres. Donc on va se donner une petite minute le temps de voter. C'est bon, vous êtes tombé sur le bon écran, vous avez voté. On y est presque. Alors je vais basculer sur... Ah, je ne vous le montre pas alors. Je reviens sur mon écran. C'est bon? On y est presque? Allez, on regarde les résultats, comme ça on n'est pas trop en retard pour le suivant. Alors, le scénario qui prend, nous le voyons, manifestement le Web3 wins, donc le Web3, vous y croyez à 46%, une petite courte majorité. Vous y croyez, suivi derrière de ça va devenir un Web 2.0++, il y a des chances. Et puis quand même, derrière, on se dit qu'il y a un échec, suivi d'un Ready Player One, intéressant. Moi, je crois beaucoup au Ready Player One comme scénario, à titre personnel. Et puis Collapsology et Matrix, c'est vrai qu'ils sont les deux bouts. Enfin, c'est pas Matrix, pardon, je l'avais rebaptisé. Alors, pour tout vous dire, voilà. Je l'avais appelé Matrix au début, je l'ai rebaptisé Westworld. Mais Collapsology et Matrix, pour vous, c'est les deux bouts de l'histoire. C'est assez intéressant comme résultat. C'est à peu près ce que je pensais qu'il allait sortir. Donc, on verra bien ce qui se passera. On verra bien ce qui se passera dans 5 ou 10 ans, parce que je pense qu'il va falloir se donner du temps par rapport à ça. Mais retenez ce que vous avez vu ici aujourd'hui. Peut-être que dans quelques années, vous vous direz j'avais voté pour le bon truc ou pas. Moi, perso, je crois beaucoup donc, au Ready Player One avec les mondes de réalité mixée. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer autour de ça. Dernière chose à vous dire pour finir. Ah, est-ce qu'il veut bien reprendre? On va le faire comme ça maintenant. Voilà. Trois choses à vous dire et un remerciement. Si vous avez envie d'essayer, je co-organise un événement qui s'appelle la Nuit du Web 3. La Nuit du Web 3, c'est le 26 octobre de 20h à minuit en ligne sur Discord. Et on va faire une soirée assez restreinte à 100 personnes. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous préinscrire à l'URL que je vous ai mis là. Ça ne vous coûte rien, c'est 0 pour l'instant. Vous mettez juste votre email pour déclarer que ça vous intéresse et puis on vous enverra les éléments et puis après vous faites comme vous avez envie. Donc l'objectif de la Nuit du Web 3, c'est pas du tout de raconter ce qu'on vient de se dire là, hein, c'est d'être très concret sur les usages et ce qu'on pourrait en faire. Donc avec des gens qui vont venir, qui vont vous expliquer ce qu'ils en ont fait et puis d'autres qui vont vous expliquer ce qu'ils veulent en faire. J'ai un podcast, je suis podcasteur depuis maintenant plus de quasiment 150 épisodes avec 2 camarades, on est 3. Ça s'appelle Les Éclaireurs du numérique. On fait des opinions, de la dystopie et de la prospective. Si vous avez envie d'écouter ça, les épisodes durent une vingtaine de minutes. Le dernier épisode s'appelle Le Web 3, est-ce que c'est du bullshit? Ça tombe bien. Et c'est pas du tout fait pour exprès. Et d'ailleurs, il marche très très bien parce qu'on a eu beaucoup de gens qui nous ont gueulé dessus, on dit j'y crois pas, etc. Beaucoup d'entrepreneurs du Web 3 qui m'ont dit tu peux pas dire ça. Donc, c'est pas moi qui le dis, d'ailleurs c'est notre invité Emmanuel Parodi. Donc si vous avez envie de l'écouter, allez l'écouter. On attaque notre 5e saison. Si vous avez envie de m'écrire, me dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'aimerais qu'on en discute encore, est-ce que j'aimerais que vous veniez me raconter ça chez moi ou autre, comme vous voulez, si vous avez envie de vous inscrire à ma newsletter, vous avez mon adresse internet damiendouany.net. Et puis pour finir, je remercie mon complice Nicolas Selic, mon ami et complice, avec qui notamment on a phosphoré, lui et moi, sur les 6 scénarios de design fiction.